Depuis une quinzaine d'années, la vie de notre invité ressemble à une histoire de pêche, comme on en retrouve dans son roman La mariée de corail, paru en 2020. Vous savez, ces histoires qu'on écoute fascinées en se doutant qu'elles sont probablement exagérées, traficotées. Sauf que celles dans sa vie sont vraies. Appelez ça hasard, destin. Des choses lui arrivent sans presque même qu'elle les ait souhaitées. Roxane Bouchard, bonjour. Bonjour. J'espère que vous appréciez. Je vous accueille dans ma plus belle voix de fin de grippe non covidienne. Ah, je pensais que c'était votre voix. Naturelle. Je me fais. Non, mais tu sais, je me fais un petit sideline en faisant des appels érotiques. Des appels érotiques. Oui, non, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour moi de ce temps-là là-dedans. Alors, désolé pour ça. Vous enseignez depuis plus de 25 ans littérature au collégial, depuis le milieu des années 2000. Vous êtes aussi autrice, 8 romans, récits, une pièce, des nouvelles littéraires. On va commencer par un exemple très simple de ce que j'appellerais votre bon karma. Hein? OK. Sur votre site Internet, la première phrase qu'on trouve, c'est « Roxane Bouchard lit beaucoup, mais rit surtout ». Belle phrase qui n'est pas de vous. Alors, elle est de qui, cette phrase? Mais de Fred Pellerin, en fait, Ben, coudonc. oui, ben coudonc. Ben, coudonc. C'est ça. Quand j'ai lancé mon premier livre, en fait, je suis amie avec Fred depuis, je ne sais pas, presque 30 ans. Avant qu'il soit connu, donc. Oui, avant qu'il soit Ouais. connu. Et quand j'ai lancé mon premier roman, ben, il fallait faire comme une biographie en arrière du roman, puis je ne savais pas trop quoi faire. Puis là, j'ai dit à Fred, toi, as-tu une idée? Puis il avait sorti cette phrase-là. Et depuis ce temps-là, il est toujours reprise dans mes biographies. Bon. Fait que ça a l'air, je n'ai pas arrêté de rire. Puis là, il doit recevoir de plus en plus de droits de redevance là-dessus, bien Oui, sûr, sur cette Je sais phrase-là. pas, il n'y a rien demandé jusqu'à date, là, m'a croisé les doigts. Vous avez correspondu avec lui, vous avez longtemps et beaucoup entretenu des correspondances. Et puis un jour, il y a un correspondant belge qui vous a lancé le défi d'écrire un roman. Oui. Ça vous était jamais passé par la tête avant? Non, en fait, moi, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal en littérature française. Puis pour moi, la littérature, c'était comme étranger. C'était la grande littérature. Tu sais, pour écrire de la littérature, il fallait écrire comme Baudelaire. Ce qui fait que, Ouais. oui, c'est cela. Alors, j'avais jamais pensé écrire, puis j'enseignais, puis j'étais très bien là-dedans. Je voulais être enseignante, de toute façon, c'était ma profession. Puis j'ai eu plein de correspondants depuis l'âge de 12 ans. Et à un moment, ce correspondant-là, qui est lui-même auteur de théâtre en Belgique, moi, il m'a dit, ça ne te tenterait pas, toi, d'écrire un roman, parce qu'on s'écrit des lettres fleuves de 35 pages à la main. Et là, il m'a lancé ce défi-là d'écrire un roman. Fait que j'ai fait le roman, j'ai envoyé, il me l'a commenté, je l'ai retravaillé un peu, je l'avais envoyé à Fred aussi, bon, tout le monde l'avait commenté. Puis j'avais mis ça, j'appelle ça les éditions du tiroir, deuxième tiroir à gauche. J'avais laissé aller. Et, Parce qu'il n'y avait toujours pas, même avec un roman en main, il n'y avait toujours pas l'idée de publier. non, pas du tout. C'était pas. Dans le fond, j'avais écrit le roman, puis ça me satisfaisait complètement. Et puis un jour, moi, j'ai été longtemps avec un musicien de folklore. C'est la raison pour laquelle je connais Fred. On se croisait dans des festivals de folklore. Et un jour, je me suis séparée entre Noël et Jour de l'An. Tu sais, quand ton chum il est folkloriste, tu te sépares entre Noël et Jour de l'An, Oui. tu allumes la radio pour te changer des idées. Tu as ces tunes à la radio. Ah, c'est génial. Fait que c'était d'une tristesse sans bon sens. Et il y a un de mes amis, à un moment donné, qui m'appelle et qui me dit toi, tu n'avais pas écrit un roman? Envoie-les donc au prix Robert Clich. Et le prix Robert Clich, qui existe encore, c'est un prix qu'on remet sur manuscrit. En fait, on gagne la publication du livre, une bourse. Aujourd'hui, je pense que c'est 10 000 quand même. Et une grosse promotion. Pour le meilleur premier roman. Oui, voilà. Et donc, c'est ça. Fait que lui, il me donne l'adresse. On était au téléphone, puis il me donne l'adresse. Puis là, j'imprime le livre. Il me dit, dépêche-toi, tu as jusqu'à demain minuit. Fait que j'imprime ça, je mets ça dans l'enveloppe, 2 thèmes, 3 becs, puis j'envoie ça. Puis finalement, c'est comme ça qu'est arrivé mon premier roman. Et oui, parce que vous avez gagné le prix. Oui, c'est ça. OK. Puis moi, en plus, je faisais des blagues. Je disais à tout le monde, il faut que je gagne le prix Robert Clich, il faut que je m'achète un nouveau frigidaire. Ah oui, d'accord. Parce que comme ça venait avec une bourse de 5 000 j'avais dit, bien, je vais gagner le prix Robert Clich, ça va payer mon frigidaire. Ce qui fait que le matin, quand l'éditeur m'a appelé pour me dire, tu as gagné le prix Robert Clich, j'étais sûre que c'était une blague, moi. Fait que là, j'ai répondu, ça donne, j'ai besoin d'argent à mon frigidaire. Et finalement, voilà, ça a été comme ça que j'ai eu mon ça a premier commencé. livre. Ouais. Tout ça pour un livre que vous ne vouliez pas nécessairement publier. Pour vous donner une idée de ce, dans quelle famille elle s'inscrit en gagnant ce prix-là, on retrouve entre autres par le passé Michel Desautels, Christine Brouillette, Ouais. Robert Lalonde, tous des gens qui n'ont pas eu une bien grande carrière, alors c'est ce qui risque de vous arriver aussi. Autre exemple de votre bon karma, dans vos correspondances, Oui.
il y a eu, à un moment donné, un militaire canadien, Ouais. ce qui est tout à fait étonnant, parce que vous-même, vous vous considériez antimilitariste au départ. Mais vous ne pouviez pas savoir, en débutant ça des années plus tôt, que ça allait être la naissance des années plus tard. Ça allait donner, en réalité, 2 livres. Parce Oui. qu'un a amené à l'autre. Oui, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce gars-là, c'était pas à moi qui avait écrit, c'était à mon conjoint qui était musicien, qui chantait à ce moment-là dans Les Charbonniers de l'Enfer. Et le militaire écrit aux Charbonniers de l'Enfer en disant, ben moi, je suis à Kaboul, j'ai de la difficulté à passer à travers ma mission, votre musique m'aide. Puis c'était moi qui répondais pour les Charbonniers de l'Enfer à l'époque. Tu sais, c'était suivez nos concerts, voici où vous pouvez trouver nos produits dérivés. C'était moi qui faisais ça. Alors là, je reçois la lettre de ce type-là, et là, je me dis, ben là, faut que Je ne j'y réponde passerai quelque pas chose. prochainement en Afghanistan. Le groupe passera Oui, pas. c'est ça. Il n'y aura Oui. pas de tournée D'accord. prévue dans votre coin. Mais donc, je prends le temps de lui écrire une lettre un peu plus longue, puis je finis en lui disant, ben écoutez, on vous souhaite bonne chance, mais nous, franchement, on est antimilitariste, puis on ne sait même pas ce que vous faites là-bas. Et là, c'est là que le type m'a répondu en disant, ben si vous ne le savez pas, madame, moi, vous l'expliquez. Et de fil en aiguille, comme ça, il m'a donné un peu des cours sur la guerre. Puis il a été extrêmement charmant. Puis là, il me disait, puis vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je disais, ben moi, j'enseigne la littérature, moi, j'enseigne à être pacifiste. Il me disait, moi, je trouve ça super. Ici, justement, les profs, ils se font décapiter. Fait que moi, je fais de la surveillance dans une école. Alors, il me coupait tout le temps l'herbe en dessous du pied. Wow. Et voilà, on a eu une correspondance qui a duré pendant des années. En fait, après ça, il est allé à Kandahar et là, on a repris la correspondance. Il a souffert du syndrome post-traumatique. Je lui ai écrit pendant ce temps-là. Et à un moment, je suis au Salon du Livre à Québec. Je m'en vais le voir à la Citadelle. C'est peut-être la première ou la deuxième fois de ma vie que je le croise, alors que ça fait 10 ans qu'on s'écrit. Et là, j'arrive au Salon du Livre et je dis à mon éditeur, « Hey, c'est trippant, je viens de rencontrer mon correspondant militaire. » Et là, mon éditeur, il dit, « Bien, c'est quoi, c'est un correspondant militaire? » Alors là, j'y explique c'est quoi notre correspondance. Il dit, « Bien, si ça te tente de retrouver les lettres et de les reformuler un peu, les travailler pour que ça donne un livre, moi, ça m'intéresse. Ce qui fait que c'est ce que j'ai fait. On a retravaillé pour que ça fasse un livre de correspondance. Ça s'appelle En terrain miné. En terrain miné. Et lors du lancement, on a fait un lancement à Québec et il y avait quelque chose comme 150 militaires dans la place. Et là, tous les gars viennent me voir, jaser, puis moi, je n'avais jamais rencontré autant de militaires. Je dis, c'est complètement en dehors de mon univers. Et là, je leur disais, mais c'est quoi ton métier? Et là, moi, je suis démineur, je suis pilote d'hélicoptère. Et là, je tombe des nues de voir qu'il y a autant de métiers de l'armée On au ne connaît Québec. pas ça en réalité. Pas du tout. En tout cas, moi, pas du tout. Et là, je leur demande, ça fait combien de temps que tu es dans l'armée? Fait que là, il y a des jeunes qui me disent 3 ans, 7 ans, 20 ans. Et après ça, bien, il y a plusieurs m'ont invité à prendre une bière chez eux. Alors, je suis retournée prendre une bière avec eux. Et de fil en aiguille, j'ai fait un autre livre qui est un recueil de récits militaires sur des gens qui sont allés en Afghanistan, à Kandahar, cette fois, en 2009, avec l'aval de la base militaire de Valcartier, par ailleurs, qui m'avait donné carte blanche sur leur terrain et ça a donné 5 balles dans la tête. Qui est dur à lire. Eh bien, c'est ça, votre parcours est vraiment étonnant parce que vous allez vers ce qui vous appelle personnellement, je soupçonne, et vous semblez avoir un intérêt pour, justement, peut-être des univers qu'on connaît moins bien. Dans ce cas-ci, les militaires, plus tard, on va y revenir, mais le milieu des pêcheurs aussi, industriels. Des affaires de gars, hein? Ouais, Des milieux d'hommes. Bien, ça dépend, parce que l'inspiration, vous allez voir, on le sait, ça peut venir d'un peu n'importe où, mais ça peut venir même un soir où vous vous collez sur votre conjoint qui est endormi, et alors il vous vient une idée qui pourrait répondre aux besoins de quelqu'un qui vous a contacté précédemment. Tout à fait étonnant comment tout ça se croise finalement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, bien, en fait, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire 5 balles dans la tête et je souffrais de ce qu'on appelle le syndrome vicariant. C'est une affaire que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que les psychologues connaissent ça. À force de se faire raconter des morts à répétition, paraît-il que dans notre cerveau, on a des cellules miroirs qui reproduisent les émotions des autres. Et que donc, par empathie, j'étais en train d'avoir comme le syndrome post-traumatique. Ouais. Ça fait que je dormais plus, j'étais vraiment... à chaque fois que quelqu'un me parlait de quelque chose d'heureux, je disais « T'as rien compris à la guerre. » Puis là, j'étais complètement envahie par cet univers-là. Et j'échangeais avec un psychologue qui travaille pour les militaires qui me dit « Tu as besoin d'une pause, prends du recul, fais autre chose. » Et ça donne qu'à ce moment-là, il y a une actrice, Marie-Joanne Boucher, qui me contacte et qui me demande de lui écrire une pièce de théâtre.
Et là, elle me dit, j'ai lu ton premier roman, j'aime les dialogues, je suis sûre que tu es capable d'écrire une pièce de théâtre. Puis là, je fais, une pièce de théâtre. Je dis, là, regarde, tu n'es pas une productrice, il va falloir trouver des acteurs, ça va coûter cher, je ne peux pas avoir. Ça fait que je dis non. Puis un soir, effectivement, je me couche contre mon amoureux, qui n'est plus le même, là, il n'est plus musicien, celui-là, il croque-mort. Alors, je me couche contre mon chum et je me dis, bon sang, qu'est-ce que je suis chanceuse d'être amoureuse de cet homme-là, malgré toutes les péripéties de la vie. Et là, je me suis dit, j'aimerais ça y écrire un hymne à l'amour à ce gars-là. Et finalement, là, je me suis dit, OK, je rappelle l'actrice, Marie-Joanne, puis je lui dis, ça te tente-tu, je vais te faire un monologue, mais un monologue sur l'amour, sur les doutes amoureux, tout ça. Puis là, elle a dit oui. Je suis allée chercher un metteur en scène qui est un de mes amis de longue date, François Bernier, qui est de la troupe du Bunker. Alors, tout ce monde-là, ensemble, on s'est installés, puis j'ai appris à écrire une pièce de théâtre avec eux. Et finalement, Marie-Joanne l'a joué 60 fois, dont 20 soirs à la Licorne. À Montréal, oui. Oui, elle s'est promenée avec ce show-là Wow. beaucoup. Elle-même, elle a décidé de le produire, donc elle est partie sur la route avec le spectacle. D'accord. Puis là, il devait être programmé cet automne, mais à cause de la COVID, tout a fermé. Alors, Voilà. Et ça donne aussi on s'imagine du théâtre, c'est peut-être moins évident à lire que, quoique c'est très agréable de lire une pièce aussi, mais non, ce que vous en avez fait aussi, c'est un vrai livre, ça Oui. se lit aussi comme un livre. Il y a la pièce, mais il y a le livre. Oui, il faut dire aussi que mon éditeur, à ce moment-là, c'était VLB Éditeur, puis VLB ne fait pas de pièces de théâtre. Fait qu'ils m'ont dit, tourne ça un peu comme en roman, si tu veux, puis fais comme une espèce de voix amoureuse. Fait que je l'ai travaillé un peu dans ce sens-là pour en faire, dans le fond, le lecteur devient comme le tu qui regarde le spectacle. Ouais. Donc, oui, je l'ai un peu trafiqué là, pour que ça puisse se lire. Vous avez touché à toutes sortes de styles, mais vous commencez à être vraiment connu pour vos polars, les enquêtes de Joaquim Morales. Il y en a 2 pour l'instant. On dit que vous faites du polar différemment. J'ai lu ça quelque part, mais ce que j'ai trouvé, en fait, en fouillant un peu, c'est qu'au départ, c'est parce que vous ne saviez pas que vous faisiez du polar. Non, en fait, je n'avais pas fait de polar. Moi, je n'avais pas écrit de polar. Et là, le premier polar était fini d'écrire, Oui. et vous ne saviez pas que vous aviez fait un polar. Mais je ne pensais pas que c'était un polar. Ouais. Dans ma tête, nous étions le sel de la mer. C'est juste un roman. C'est un roman d'une femme qui décide de trouver son histoire puis partir en mer. Qu'est-ce qui te donne envie de prendre la mer? Qu'est-ce qui te donne envie, à un moment donné, de changer dans ta vie, de faire le ménage puis d'aller ailleurs? Donc, elle va à la recherche d'elle-même. Ça finit par... en fait, elle va rencontrer sa mère en Gaspésie. Elle arrive, le corps de sa mère est repêché dans un filet de pêcheurs. Et là, à partir de là, elle, ça va la faire réfléchir sur sa propre destinée. Sauf que là, comme le corps de la mère est repêché, je me disais, ça prend un enquêteur de police. Et là, je voulais avoir un enquêteur qui était un peu pris dans les filets des pêcheurs. Donc, il ne fallait pas que ce soit quelqu'un qui vienne de là. Mais en même temps, je voulais que ce soit quelqu'un qui soit sensible à la mer, puis à un état d'âme marin. Fait que là, je me suis dit, je vais le faire venir d'un autre pays, mais proche de la mer. Donc, je le fais venir du Mexique, je l'ai installé à Montréal, et finalement, il s'en vient habiter en Gaspésie. Et dans ce premier roman-là, donc, il y a une enquête, mais pour moi, l'enquête est accessoire à l'histoire. À ce qui est venu au départ. Oui. OK. Et là, bien, ce roman-là a été acheté par une maison d'édition à Londres qui l'a fait traduire et il est publié maintenant en anglais. Et quand je suis allée au lancement, en fait, je rencontre mon éditrice à Londres et elle me dit, tu sais, moi, je n'ai pas acheté un polar, j'ai acheté une série policière. Je dis, j'ai même pas écrit de polar, moi, de quoi tu parles? Et là, c'est là qu'elle me dit, bien, pour moi, c'est un polar. Moi, je publie du polar littéraire et je veux que tu me fasses une série policière avec Morales. Et là, vous dites, ben oui, madame. J'ai dit, bien oui. OK. J'ai tout le temps dit oui, oui. Oui, c'est ça. Les militants sont arrivés, puis on dit, tu veux-tu écrire nos histoires? Je veux bien oui. On dirait que ces projets-là me sont arrivés, puis ils sont le fun. Je veux dire, après ça, mettez-vous dans ma peau, là. Ouais. On me dit, ça te tente-tu de retourner en Gaspésie, faire de la recherche sur le milieu marin, puis de continuer une histoire avec un enquêteur, un personnage que j'aime? Gaspésie qui vous passionne déjà. Oui, au parce que départ. moi, j'ai fait de la voile en Oui. Gaspésie pas mal, Voilà. puis je suis allée faire de la pêche. Tu sais, quand je vais rencontrer les pêcheurs, il y en a qui m'ont emmené à la pêche au tourteau, aux pêches au homard. Donc, j'embarque sur les bateaux, je vais avec Et eux. regardez la chose, OK? Elle parlait de sa rupture amoureuse plus tôt. C'est là qu'elle a décidé de prendre le fleuve et qu'elle est devenue experte en la matière. Et des années plus tard, c'est cette expertise-là qui va faire aussi que les pêcheurs vont lui faire confiance. Donc, c'est effrayant. Autre chose, vraiment, c'est scandaleux pour les gens, pour tous les gens qui nous écoutent et qui travaillent si fort à essayer de percer. C'est tellement étonnant de voir votre parcours. Écoutez bien ça.
Quand vous dites qu'il y a une éditrice qui a décidé de publier, Ouais. mais confessez-nous que c'est tellement pas de votre faute si le livre s'est retrouvé là-bas. Comment ça s'est passé, le fait que cette hein? éditrice-là s'est retrouvée avec le livre dans les C'est mains? tellement, c'est fou, hein, pareil. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre, des fois, la vie. Moi, j'ai jamais voulu publier, puis je publie comme malgré moi. Mais je publie pas malgré moi. Je veux dire, j'écris, j'aime ça écrire, puis après ça, les gens, ils publient. Je trouve ça extraordinaire, puis ils trouvent que mes livres trouvent un lectorat. C'est fantastique. Mais en fait, c'est un traducteur qui s'appelle David Warrener. David, lui, il vient de l'Angleterre. Il est venu faire ses cours de traduction au Québec. Et il s'est mis à triper sur toutes les tournures de phrases québécoises. Et maintenant, il est installé dans la vallée de l'Okanagan. Et c'est un québécophile, donc il lit plein de polars québécois. Puis à un moment donné, il m'écrit, puis il me dit sais-tu quoi, j'ai lu une édition de C'est de la mer, j'ai bien aimé ça. Et moi, il y a une maison d'édition à Londres où je verrais ton roman. Est-ce que ça te dérange si je fais comme un dossier de traduction et que j'envoie ça à cette éditrice-là? Puis là, moi, je ne le connais même pas, là, David Warrener. Je l'ai vu dans un festival vite. On s'est échangé une poignée de main. Puis... Et là, je dis, ben oui, fais-toi plaisir. C'est un peu... Tu dis, je vais m'abandonner, vas-y, tu sais. Et là, quelques mois plus tard, ben, ma maison d'édition m'appelle et me disent, ben il y a une éditrice à Londres qui est intéressée, qui voudrait publier tes livres. Je dis, OK. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, il n'y avait pas eu de démarchage. En fait, de ma maison d'édition, je ne sais pas, mais c'est vraiment Quelque chose qui est arrivé de l'extérieur. Oui. Et qui dit, j'ai pensé que. Oui. Il y a bien du monde qui pense à vous, je trouve. Et là, donc, écoutez, encore une fois, je vais m'adresser directement aux gens. Figurez-vous la patente, OK? Madame s'est fait dire par son éditrice qu'elle a écrit un polar parce qu'elle s'en était pas rendue compte encore. Elle a appris en même temps que, bien, ce serait bien que ce soit une série, OK? Ouais. Et là, donc, après avoir écrit son polar sans le savoir, après s'être fait commander une série, a dit, ben là, il faudrait bien que j'en lise des polars pour savoir un petit peu comment ça marche. Elle en a déjà un de publié, n'est-ce pas? Là, vous avez décidé J'ai l'air innocente de un peu, pareil. de découvrir ce que c'est le polar parce que c'était pas nécessairement dans vos habitudes de lecture. Non, en fait, j'ai l'air un peu innocente, mais dans le fond, moi, j'ai tout le temps... mais tu sais, j'écris des lettres. Moi, j'écris une correspondance. J'aime ça écrire de la correspondance. Ouais. Après ça, je me suis mise à écrire un livre comme ça. Et de fil en aiguille, même la pièce de théâtre, je ne savais pas comment écrire la pièce de théâtre, je ne savais pas comment écrire un monologue. Je suis allée lire des dizaines de monologues, j'ai regardé. Je me souviens d'avoir lu, entre autres, Crambourne de Fabien Cloutier, d'avoir tout analysé, décortiqué. Je me suis dit, OK, il fait des séquences d'à peu près 5 pages. Une page d'environ 1 minute. Je vais monter mon texte en fonction d'avoir du rebondissement à chaque 5 pages. Dans le fond, je fais de l'analyse de texte, puis après ça, j'essaie de faire mon affaire. Votre formation vous aide à faire aussi. Oui, c'est ça, là. exactement. Oui. Et après ça, mais ça a été la même chose pour le polar. Je n'étais pas une lectrice de polar, sinon une fois de temps en temps en vacances. Et là, je me disais, OK, il faut que je lise des polars. Fait que je suis allée lire des polars, évidemment, québécois. Après ça, canadien-anglais. Après ça, je suis allée lire des polars américains. Comme ma maison d'édition à Londres publie des polars, là, j'ai lu des polars finlandais, norvégiens, les Scandinaves, anglais, français. Donc là, j'ai fait une tournée des polars. Puis en même temps, c'est utile pour se situer en tant qu'auteur, pas juste pour apprendre les ficelles, comment fonctionne, de dire, OK, moi, j'ai pas envie que mon auteur, que mon détective, il soit un alcoolique, insomniaque. J'ai pas envie que... Alors, où est-ce que je le situe, puis comment est-ce que moi, j'ai envie... C'est quoi la marque de mon détective? C'est important quand même de savoir se situer par rapport aux autres. Alors, je me suis mise à lire du polar pour comprendre comment ça fonctionnait, pour me situer. Puis après ça, j'ai fait, OK, mais je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Puis lire des auteurs aussi qui disent, voici, moi, j'ai essayé de faire des scènes comme ça, puis sur telle scène, j'ai travaillé 6 mois pour créer tel effet. Ah, ouais, OK. Alors, j'ai appris à l'École des Arts. Oui. Et ça a donné, le fruit de ce travail-là s'appelle La mariée de Corail. Oui, qui est le dernier. Et accepteriez-vous de nous en lire un extrait? Oui, j'ai pas l'air préparée, hein, j'ai mes lunettes, j'ai des post-it. Alors, oui, je vais vous lire, si vous voulez bien, le début de La mariée de Corail. Oui. Alors, voilà. La robe de mariée. Le bruit mouillé qui réveille Angel Roberts, c'est celui de l'eau qui se déchire sous le poids d'une cage qui tombe. C'est une trappe à homard, elle en est certaine. Elle a entendu des milliers de fois l'éclat de la mer qui se fend et se referme sur le piège. Ce son chuintant comparable à celui d'un voile qu'on met en lambeaux. Elle sourit, satisfaite de sa déduction, puis tente d'identifier le martèlement sonore qui l'accompagne. Ça ressemble au claquement qu'émet sa chaîne d'encre, mais ce n'est pas le cliquetis précis de sa vibration métallique sur le davier.
Il faut dire qu'elle n'utilise pas souvent cette chaîne, ni l'encre d'ailleurs. Le bruit persistant l'intrigue. Elle s'éveille peu à peu, prend conscience de ce qui l'entoure, de l'eau qui clapote contre la coque, de l'odeur du sel, du froid humide de la nuit, de la douleur de son bras droit, plié derrière son dos, du tissu de sa robe qui lui colle à la peau. Elle ouvre péniblement les yeux. Appuyée contre la cabine de pilotage, elle aperçoit la poupe de son homardier dont la porte est grande ouverte et la chaîne qui se déroule vers la mer. Les mérillons qui la relient à un câbleau d'ancrage passent par-dessus bord et c'est ce cordage maintenant qui file vers l'onde. Angel essaie de deviner à quoi donc est-il attaché. Identification de la personne décédée? Non, Angel Roberts. Âge? 32 ans. Lieu de résidence? Kaposo. Cause du décès? Noyade. Une brusque secousse l'attire vers le bas. Son corps glisse contre le pont, elle se cogne la tête. Sa robe remonte sous ses jambes, le froid dur lui mord les cuisses, sa main droite coince bizarrement dans son dos. Dans un élan de panique, elle tâte de la gauche le tapis de caoutchouc rigide qui couvre le pont et essaie de freiner le mouvement. Il s'arrête soudain de lui-même. En rencontrant le contrepoids de son corps, la trappe a cessé sa descente vers les profondeurs, à moins qu'elle ait atteint le fond. La corde qui entoure ses mollets hésite. Angel se ressaisit, tente de remuer les jambes. Qu'est-ce qui se passe? Elle inspire un grand coup puis comprend que ça y est, on est en train de la tuer. Elle se calme, expire en regardant le ciel. Le visage délicat de la lune est penché vers elle avec un sourire doux. Elle a toujours aimé la lune menteuse, disait sa mère. Si elle forme un D, tu penses qu'elle décroît, et si elle trace la lettre C, tu es certaine qu'elle croît. Mais la lune est menteuse, ma fille, retiens bien cela. Quand elle semble décroître, elle prend de l'ampleur, et quand elle affirme qu'elle croît, elle s'amenuise. Un bruit inquiétant crève l'air, une déchirure dans le tissu de sa robe, puis la traction du câble qui la tire vers le large reprend lentement. Angel lâche prise. Elle savait que ça arriverait. C'est une des choses intéressantes derrière ce roman-là, derrière probablement votre série, c'est cette idée d'avoir un enquêteur, donc nécessairement quelqu'un qui cherche la vérité. Oui. Dans un monde, bien, c'est sûr, dans les polars, les gens vont cacher des choses, mais là, on est chez les pêcheurs. Oui. Et les pêcheurs, ils ont tendance à inventer, améliorer, fabuler. Donc, comment arriver en plus à trouver une vérité dans un univers comme ça? Oui. C'est quelque chose qui est derrière ce roman-là. Oui, c'était mon thème central. Je pars souvent avec un thème. Pour le premier, en fait, c'était le thème du mensonge. Puis pour moi, il y a des mensonges qui sont pas acceptable, c'est-à-dire, mettons, si vous avez trompé votre conjoint la veille, votre conjointe la veille, c'est pas tellement acceptable. Par contre, il y a des mensonges qui sont socialement acceptables, je trouve. Celui de la pêche, entre autres, ça l'est. On n'a pas envie, là, quand, mettons, quelqu'un revient de la pêche, puis on dit, oui, comment ça a été? Wow, 3 petites truites longues de même. C'est un peu plate. Oui. On a envie d'avoir le brochet, le combat épique, la pêche miraculeuse. On a envie de s'en faire mettre plein la vue. Fait que moi, j'aime ça, ces histoires-là, où on me ment sciemment, puis je sais qu'on me ment, puis ça me va. Puis Nous étions au Stade de la mer, il y avait ces mensonges-là de la pêche. Il y avait les mensonges aussi liés à la nostalgie. Dans mon temps, c'était plus beau. C'est un mensonge, c'est clair, c'était pareil dans le temps, là. Ou les mensonges qu'on se fait à nous-mêmes. Je pense que telle fille est amoureuse de moi. Alors, il y a tous ces petits mensonges-là intérieurs qui hantent les personnages. Puis c'était Puis mon détective qui arrive, qui doit décortiquer les mensonges des pêcheurs, les mensonges de la nostalgie, les mensonges... Tout ça, pour moi, c'était le thème principal. Après ça, dans La mariée de corail, c'est sûr qu'on reste dans l'univers des pêcheurs, mais ce coup-là, le thème qui m'intéressait, c'est celui de la filiation. Morales, avec le fils. Oui, avec le fils de l'enquêteur qui arrive, mais aussi toutes les filiations, c'est-à-dire que dans l'histoire, il y a des gens qui racontent comment leur père pêchait, comment leurs ancêtres vivaient, et tout ça a un lien ultimement avec l'histoire. Et ce n'est pas juste que l'action se passe en Gaspésie. C'est que pour vous, vous aimez cet endroit et vous vouliez qu'on voit, qu'on ressente la Gaspésie. C'était bien important pour vous. Bien, en fait, on parle souvent de la Gaspésie comme si c'était un autre pays. C'est chez nous. Oui. C'est chez nous, puis souvent, j'en suis pas revenue l'été passé à cause de la COVID, les gens ne pouvaient pas sortir, puis il y a plein de gens qui sont allés en Gaspésie, puis ont fait « Hi, j'ai découvert quelque chose ». Ça veut dire que dans ta vie, tu es plus souvent allé en Europe ou dans le Sud qu'en Gaspésie, alors que c'est chez vous, la Gaspésie, c'est chez nous. Puis on ne connaît pas non plus l'histoire économique, toute l'histoire de la pêche, tous les enjeux familiaux, aussi toute la chaîne de montagnes. C'est magnifique, les chic-chocs en Gaspésie. On dirait que dans mes livres, j'ai envie de parler de ce décor-là qui est chez nous.
Puis, je pense que c'est aussi ça qui a attiré, entre autres, mon éditrice à Londres, c'est-à-dire qu'il y a des paysages qui sont maritimes, il y a l'idée de ces petits villages-là, il y a tout un univers de pêcheurs, de petits villages, de la mer qui nous hante, qui nous brasse le souvenir et l'émotion dans le ressac. Je pense qu'il y a tout ça qui, pour elle, sonnait exotique. Oui, aussi. Donc, attirant pour ça. Puis pour nous qui sommes coincés à pas beaucoup voyager en ce moment, il y a ça aussi. Ce plaisir-là de pouvoir aller en Gaspésie, grâce à vous. Sortir de la maison. L'importance du rire. Parce qu'on disait, bon, Roxane Bouchard lit beaucoup, mais rit surtout. Vous en avez souvent parlé, même s'il y a des thèmes dramatiques, tout ça. Puis là, ce qui m'a fait sursauter, c'est quand j'ai vu que même à vos élèves en littérature, lorsque vient le temps de faire de la création eux-mêmes, vous avez même dit que la chose la plus importante, c'est le rire. Qu'est-ce que c'est pour vous dans votre vie, le rire? Bien, le rire, c'est sûr que c'est une façon de décompresser de tout le reste, là, autant de deuil, d'accidents, de tout ce qui se passe. Pour moi, c'est bien sacré, le rire, mais au-delà de ça, pour moi, c'est une porte d'entrée vers autre chose, le rire. Moi, je pense, par exemple, dans la pièce de théâtre, Je t'aime encore, au début, il y a toute une mise en scène qui est supposée être humoristique, puis je pense que ça marche bien humblement parce que j'ai vu la réaction des gens. Et je trouve qu'à partir du moment où on a fait rire les gens, on est entré dans un univers avec eux autres. On a établi une complicité et à partir de là, on peut aller dans des zones qui sont beaucoup plus sensibles. Même chose avec 5 balles dans la tête. Les premiers récits sont plutôt comiques, sauf que méfiez-vous. Oui, c'est ça. Parce que le rire, pour moi, c'est une porte d'accès vers l'intimité, la complicité. Puis à partir de là, on peut aller toucher à différentes émotions parce qu'on va être entré en contact avec l'autre. Il y a une forme de confiance qui est possible. Il y aurait plein d'autres choses dont on aurait pu parler, mais de nouveau, écoutez, moi je savais déjà que, bien sûr, Madame va être traduite en allemand. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein, n'est-ce pas? Oui, mais là, il y a d'autres choses qui arrivent. Oui, il y a une maison suisse-allemande qui a acheté, en fait, les 2 premiers livres de la série. La série policière, oui. Oui, de la série policière des Morales. Puis à Rome aussi, il y a une maison d'édition donc en Italie également. Oui, je suis bien excitée. Ben oui. Et donc, c'est ça. Il y a ça qui se met en place. Puis là, il y a l'audiolivre qui va sortir cet automne. Paul Doucet, c'est comme une première, c'est la première fois que j'en parle, je suis bien émue. Ben, ça va pas bien. C'est Paul Doucet qui lit l'audiolivre de La mariée de Corail. Je suis bien excitée. Oui. Et c'est ça. Puis là, je suis en train de finir le 3e. Oui, qui va se passer aux îles de la Madeleine. À peu près. À peu près. À peu près. Il se passe en mer, en fait, celui-là. C'est drôle parce que je parle de la mer, mais mes romans, ils se passent à terre. Celui-là, il se passe embarqué sur un bateau qui va aller... il y a un bateau qui est au départ de la chasse, aux îles de la Madeleine, et il y a un autre bateau qui est un bateau de croisière qui descend le fleuve. Donc, c'est un échange entre bateaux. Là, ça, c'est de ma faute. Je garde toujours le plus important pour la fin, puis là, on n'aura pas le temps de parler du plus important. Elle a fait un tutoriel sur l'art de la carte postale. Je vous invite à aller voir ça sur Internet parce que vous allez en prendre, entre autres, une affaire que je me demandais depuis des années. Comment on peut envoyer une devinette sur une carte postale? Ça ne marche pas parce que tu as tout de suite la réponse. Non. Roxane Bouchard a trouvé la solution. Faites attention, si vous cherchez Roxane Bouchard sur Internet, vous allez finir par tomber sur une conférence portant sur l'épanouissement sexuel chez les aînés. Très intéressant, mais ce n'est pas la même Roxane Bouchard. Trompez-vous pas. www.roxanebouchard.com. Est-ce que ça vous arrive de vous pincer en pensant aux 15 dernières années? Bien, peut-être, non. Bien, je vais essayer pas. Je vais essayer de ne pas me réveiller. OK, on va c'est faire bon, ça parce que c'est vraiment bien, bien le fun. Je trouve que vous avez beaucoup de chance, mais il y a une chance que vous n'aurez jamais et que moi j'ai. Moi, je vous ai eu aujourd'hui en entrevue et ça a été un grand plaisir de vous rencontrer. C'était une chance réciproque, monsieur. Chance réciproque. Alors, je lève mon verre à la chance réciproque. À très bientôt. Bonne chance avec le Corail, la mariée de Corail. Merci. À bientôt. Merci.